Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux tests d'API. Les API sont omniprésentes parmi nous avec la croissance des microservices, on en retrouve vraiment partout. Donc durant cette vidéo, on va dans un premier temps rappeler ce qu'est une API, puis nous verrons comment les auditer, c'est-à-dire la méthodologie ainsi que les vulnérabilités qu'on retrouve souvent. Puis comme d'habitude, je ferai un petit point sur les remédiations par rapport aux vulnérabilités qu'on a vues juste avant. Sans plus tarder, let's go! Dans un premier temps, on va rappeler un petit peu ce qu'est une API, histoire que tout le monde soit bien au clair sur le terme. Si jamais vous savez déjà ce que c'est une API, vous pouvez directement skip avec le timecode de la vidéo. On va directement faire une analogie. En fait, une API, c'est un petit peu comme si vous alliez au guichet d'un magasin avec une liste de choses que vous voulez acheter. Vous donnez votre liste au vendeur. Le vendeur, c'est l'API, qui va donc aller chercher ces articles pour vous dans les rayons. Les rayons, c'est la base de données de l'application ou du service en ligne. Ensuite, le vendeur, donc, vous remet les articles que vous avez demandés. C'est donc la réponse de l'API. Vous, de votre côté, vous êtes soit une entité humaine, soit une application. Vous avez utilisé le vendeur, donc l'API, pour aller demander à une autre application des données. Et donc, c'est juste ça, une API, c'est une interface qui permet à une application ou à un site web de demander des informations à une autre application ou à un service en ligne et qui permet derrière de recevoir des réponses structurées et compréhensibles. Alors, on peut se demander pourquoi les API ont-elles été créées? Tout simplement parce qu'en fait, les API permettent aux développeurs d'accéder aux fonctionnalités ou aux données d'une application ou d'un service externe assez facilement. Donc ça simplifie premièrement le développement parce qu'en fait, les développeurs n'ont pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Ils peuvent directement utiliser l'API qui a déjà été développée par les développeurs du service externe. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple et ça structure grandement, vous l'imaginez bien, tout ça. Pour faire ces demandes et récupérer ces réponses, vu que généralement on va demander de la donnée, il faut se mettre d'accord et on va avoir un format de données que l'on retrouve majoritairement, c'est le format JSON ou JavaScript Object Notation. Tout simplement, le JSON, comme je vous l'ai dit, ça permet de structurer du texte et donc de stocker des informations. Le JSON, on le dit clé-valeur, et je pense que c'est assez simple de le comprendre, parce que dans l'exemple suivant, on retrouve la clé, par exemple la date, et donc la valeur, c'est la valeur de la date. Il faut savoir que les données en JSON sont typées, c'est-à-dire qu'on peut avoir du texte, entre côtes, des booleans, donc true, false, etc., des tableaux de valeurs, des dictionnaires, ou encore des int, des floats, etc. Donc le JSON, c'est une alternative au XML. XML qu'on retrouve généralement dans les API SOAP. Ici, on parle de JSON, car c'est globalement le plus répandu au niveau des API REST. Alors API SOAP, API REST, c'est quoi vraiment la spécificité? Parce qu'on voit des fois passer justement ces différents types d'API. Nous aujourd'hui on va vraiment parler de l'API REST parce que c'est ce qu'on retrouve le plus en web, mais ça a quoi de spécifique une API REST? Déjà, dans un premier temps, on retrouve le format JSON qu'on a vu juste avant. Deuxièmement, on retrouve plusieurs endpoints. À l'inverse, par exemple, de GraphQL où il y a seulement un endpoint. Là, pour l'API REST, il y en aura plusieurs en fonction de ce que l'on veut faire, de la donnée que l'on veut envoyer ou recevoir. Honnêtement, c'est assez simple. Par exemple, on a /API/profiles, qui est un premier endpoint qu'on retrouve souvent sur les API, qui permet tout simplement de récupérer les informations d'un utilisateur. On peut aussi, par exemple, citer /API/login, qui, comme son nom l'indique, permettra de se connecter car on enverra justement à cet endpoint de l'API notre couple login mot de passe via le verbe post. Alors je dis le verbe post parce qu'en fait les API REST sont basées sur les conventions de communication de HTTP. Pour ceux qui sont pas forcément trop à l'aise avec le protocole HTTP, je vous invite à regarder directement la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. Donc ça veut dire qu'en fait on va globalement retrouver les verbes du CRUD, donc get, post, delete, put, etc. Donc ce dont on a l'habitude. Enfin, on peut aussi définir l'API REST par le phénomène d'under overfetching. Alors derrière ce terme un peu compliqué, c'est pas si galère que ça à comprendre. Globalement, ça veut dire que si on fait une requête get sur l'endpoint /API/profile, on aura potentiellement en retour, et c'est souvent le cas, notre user ID, notre username et notre mail, notre rôle, enfin globalement tout ce que va retourner l'API quand on demande cet endpoint. Alors que potentiellement, en fait, de base, nous, on voulait que le rôle de l'utilisateur. Donc on trouve souvent ce phénomène de overfetching où on va justement accéder à un endpoint et on va avoir en retour beaucoup trop d'informations, ou d'underfetching où justement on n'a pas assez d'informations. Donc c'est un des défauts de l'API REST. Bien sûr, pour fixer ça, on retrouve souvent des API avec des paramètres comme ici, mais c'est pas forcément souvent le cas. Bon, maintenant qu'on a fait un petit tour de ce qu'était une API REST, on va directement passer à la reconnaissance pour auditer une API.
Bien évidemment, avant d'auditer, comme je vous l'ai dit, et de vouloir trouver des vulnérabilités, il faut bien sûr réaliser une reconnaissance des différents endpoints de l'API. Alors pour faire cela, on a quand même pas mal d'options qui s'offrent à nous et c'est plutôt pratique. Dans un premier temps, on va regarder si on ne trouve pas simplement en fait un endpoint connu comme /API ou /API v1. Par exemple, en utilisant un proxy comme Burp Suite, on peut trouver ça assez facilement en regardant le trafic en fait. Ensuite, il est bien évidemment possible de fuzzer le périmètre avec des word lists spécifiques comme certaines de ces listes qui vont référencer des endpoints d'API très connus, comme par exemple avec Fuff, ou encore on peut utiliser KiteRunner, qui est un tool assez puissant pour fuzzer les API. Attention parce que certains tools comme KiteRunner vont fuzzer aussi sur des méthodes comme du post et du delete, et cela par défaut, donc ça peut être assez destructeur. Aussi, il faut bien garder en tête que vu que souvent les API sont destinées à être utilisées par d'autres développeurs, une documentation est souvent disponible. On peut ainsi chercher sur GitHub, utiliser du Google Docking à la recherche d'un PDF, rechercher un endpoint/docs, ou encore check s'il n'y a pas un Swagger ou un WSDler ou un OpenAPI.json, c'est-à-dire une documentation qu'on retrouve souvent pour les API. Enfin, dernier point pour faire un petit peu de reconnaissance, certaines API sont des fois en mode debug, donc il est possible, en déclenchant une erreur, de faire fuiter des informations, faisant directement apparaître tous les endpoints. Par exemple, pour Django ici, on a un bon exemple, on a fait crash l'erreur, on a tous les endpoints en fait qui sont listés, donc c'est plutôt pratique. Ainsi, une fois que vous avez identifié l'endpoint principal de l'API, on va directement chercher à aller plus loin, à énumérer tous les endpoints possibles pour chaque API, pour trouver du coup d'autres endpoints et potentiellement des endpoints qui sont cachés, qui sont vulnérables, qui ont été oubliés par un développeur et qui ont été potentiellement poussés en prod ou en pré-prod. Et pour ce faire, il n'y a pas 10 000 solutions, on va fuzzer et utiliser l'application. Alors juste avant, j'ai parlé d'un outil qui permet de fuzz les méthodes HTTP, et donc c'est quand même un bon point de faire ça quand on fait de la reconnaissance sur une API, c'est-à-dire de fuzz les méthodes HTTP pour tous les endpoints, mais aussi de fuzz les headers, les valeurs de ces headers, afin d'analyser un petit peu et de comprendre le comportement de l'API tout simplement. Enfin, pour terminer sur la petite partie reconnaissance, on a aussi une feature de Burp Suite Pro qui propose, en ingérant un schéma d'API, de faire justement une recon automatique. Si déjà vous avez fait tout ça, vous avez normalement déjà une grosse base. Des fois, vraiment, pour certains périmètres, en bug bounty, en pentest, les API sont vraiment très grosses. On a beaucoup d'endpoints. On a vraiment des fois même trop d'endpoints à tester. Mais voilà, déjà, vous avez une bonne reconnaissance. On va maintenant parler un petit peu d'exploitation. Alors, assez logiquement, les API sont victimes des mêmes vulnérabilités que les applications web. Donc, on va retrouver tout ce qui est injection, donc injection SQL, injection de commandes, de la server-side request forgery, de la divulgation d'informations, nearest condition, de la pollution de paramètres, du pass traversal, etc. Alors, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas trop familier avec ces vulnérabilités. J'ai commencé à faire quelques vidéos sur la plupart de ces vulnérabilités et je continue, bien sûr, c'est pour ça que je fais une vidéo sur l'API aujourd'hui, mais vraiment, les vulnérabilités web, il y en a quand même pas mal. Et donc, voilà, un jour, j'espère quasiment couvrir toutes les vulnes, mais petit à petit j'avance et je vous promets qu'un jour il y aura toutes les vulnes qui seront sur la chaîne. Mais aujourd'hui on va se focus sur des vulnes qu'on retrouve généralement, voire principalement sur les API, et on va commencer directement par l'information disclosure ou la divulgation d'informations. Alors cette vulnérabilité là, elle est assez simple. Imaginons que vous avez commencé votre reconnaissance sur une API et vous vous rendez compte via fuzzing ou en regardant la documentation, par exemple en regardant le Swagger de l'API, qu'un endpoint fait fuiter les informations de tous les utilisateurs, comme par exemple un endpoint du type /API/user/all. Assez logiquement, cet endpoint c'est une vulnérabilité car il permet d'afficher des informations auxquelles on ne devrait pas accéder. C'est souvent un oubli d'un développeur qui l'a poussé en prod sans regarder, et en fait vu que lui il fait juste des tests unitaires sur les endpoints qui vont être utilisés par un utilisateur normal, il se rend pas compte qu'il y a des endpoints comme ça qui sont encore disponibles, et c'est pour ça qu'en faisant et en ayant une bonne reconnaissance, on peut justement nous trouver ces endpoints qui sont un peu plus vulnérables et qui font directement fuiter des informations assez précieuses. Second exemple, on peut aussi avoir de la divulgation d'informations en faisant crasher l'API. On retrouve la même chose de toute façon quand on réalise un audit sur une application web. En gros, quand l'application ne gère pas bien les erreurs, alors il est possible de récupérer de précieuses informations via un crash. En fonction du comportement de l'API, on peut retrouver des informations assez différentes, allant, quand on a de la chance, à des secrets d'environnement, donc typiquement, je sais pas, login, mot de passe pour se connecter à la base de données. Des fois aussi, on peut retrouver
retrouver des chemins de l'application avec des packages internes, ce qui nous permet, nous, en tant qu'attaquants, de reproduire un petit peu l'environnement en local pour continuer un petit peu nos tests localement, en étant bien vénère parce que quand on est en local, on pète rien. Et donc tout ça pour toujours chercher une vulnérabilité par la suite pour rebondir sur une autre vulnérabilité. Et encore là, j'ai cité quelques exemples, mais je vous mettrai à l'écran un super article de Synactive qui a réussi via divulgation d'informations à avoir une RCE, donc de l'exécution de commandes. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder la description. Bien, maintenant on va parler un petit peu d'IDOR pour Insecure Direct Object Reference. Souvent, voire toujours affilié à un contrôle d'accès mal réalisé. Mais déjà, une IDOR, c'est quoi? Bon, on va se mettre dans un cas de figure assez simple. Imaginons que pour accéder à votre profil, vous ayez cette URL à l'écran. Eh bien, une IDOR, c'est le fait de modifier l'ID dans la requête, par exemple en mettant l'ID 2 et de pouvoir quand même accéder aux informations de l'utilisateur avec l'ID correspondant, alors que ça ne devrait pas être le cas, puisque normalement, vous êtes l'utilisateur 1, 2, 3, 4, vous n'avez pas le droit d'accéder aux informations de l'utilisateur 2. C'est pas normal. Donc, assez logiquement, dans ce genre de situation, le contrôle d'accès, il est mal réalisé, car l'API ne vérifie pas l'ID de l'utilisateur qui demande, afin de voir si ce dernier a les droits de requêter l'ID spécifié dans sa requête, qui dans ce cas, du coup, n'est pas le sien. Donc, dans ce cas-là, on a tout simplement de la divulgation d'informations via IDOR, car on accède à des informations d'un autre utilisateur. Mais on pourrait avoir largement pire, et on le retrouve assez souvent. Imaginons qu'on puisse modifier l'ID d'une requête qui met à jour le mail d'un utilisateur. Ainsi, directement, on peut update le mail de n'importe qui avec une valeur arbitraire que l'on contrôle, qui pourrait amener à un vol de compte par reset de mot de passe. Donc c'est assez puissant. Alors ici, on a utilisé des ID 1, 2, 3, 4, etc. Mais des fois, vous allez rencontrer des UUID qui feront du coup office d'ID utilisateur. On peut penser, au vu de leur complexité, qu'ils sont impossibles à attaquer. Pourtant, en fonction de la version UUID utilisée, on peut les attaquer et les calculer. Par exemple, en prenant la composition d'un UUID V1, sachant que la version V1 et V4 sont les plus utilisées par les API sur le web, eh bien on peut réaliser une attaque par sandwich en regardant comment ils sont générés. Je ne vais pas forcément en parler ici car sinon la vidéo serait trop longue, mais si jamais vous voulez encore une fois en savoir plus, je vous mets quelques liens en description pour voir tout ça. Allez, pour finir sur les vulnérabilités, on va finir sur le mass assignment ou l'assignation de masse, qui est une vulnérabilité assez spécifique et assez connue au niveau des API. Donc let's go. Alors pour donner une petite définition, la vulnérabilité de mass assignment survient lorsque des objets dans une application reçoivent des données d'une source non fiable, comme par exemple un utilisateur sans validation ou filtrage adéquat. Cette vulnérabilité, elle est particulièrement courante dans les frameworks web qui permettent de facilement remplir des objets, donc typiquement sur Laravel, ou aussi justement pour les API, côté API, on retrouve souvent le mass assignment. Alors pour que ce soit un peu plus simple à comprendre, bien sûr, je vais vous donner un petit exemple. On va prendre directement la requête API à l'écran, assez basique. En gros, à l'aide du verbe patch sur l'endpoint /API/user, on peut simplement mettre à jour son profil avec le champ email et username. Donc jusque là, rien de fou. Par la suite, on peut requêter notre utilisateur avec get/API/user et notre ID. Ici, on aperçoit des informations intéressantes que nous n'avons pas remarquées dans la requête patch. Donc ici, on a le champ isAdmin qui est intéressant et le champ ID. On peut assez logiquement penser que ces paramètres sont cachés et liés à l'objet utilisateur. Et donc potentiellement, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Que se passe-t-il si on modifie la requête qui met à jour son profil, donc la requête patch, et dans le JSON, on ajoute arbitrairement isAdmin, donc en tant que clé, et en valeur true. Et bien si la requête fonctionne, et que par la suite, en vérifiant notre profil, on est bien admin, alors ça veut dire que l'API est vulnérable au mass assignment. Donc vous l'avez compris, dans ce cas, on peut justement changer les attributs d'un objet en récupérant de l'information autre part, et en utilisant un verbe comme patch, put, qui envoie de la donnée, pour justement forcer ce changement. Donc ici, le problème, c'est que là, l'API ne filtre pas, et donc n'utilise pas de whitelist sur les champs qu'on peut modifier, donc ici dans le patch. Ainsi, on peut se passer administrateur sans problème. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Pour consolider la vuln, on va faire un petit lab. Let's go. Ok, on est parti pour le lab. Ici, il faudrait réussir à acheter la Lizard Jacket, donc la veste, avec un compte qu'on a. Donc on a Winner Peter en credential. On va directement se connecter. Première étape, c'est de faire un peu de reconnaissance, se servir un peu du site web, voir ce qu'on peut faire pour voir s'il n'y a pas justement un endpoint d'API.
et si on peut pas trouver une documentation. Donc là, je vais tranquillement aller sur la veste, regarder si je peux l'ajouter voilà, à mon panier et voir un petit peu ce que je peux faire derrière. Ici, il n'y a pas trop de call à l'API pour l'instant, donc bon, bah, je vais continuer un petit peu à voir ce que je peux faire, les différentes options. On peut place order ou ajouter, supprimer la jacket, et là on voit directement qu'on a un /API/checkout. Donc je vais m'empresser directement de faire un peu de reconnaissance et de taper le /API. On voit qu'on a du coup le /checkout avec un post et un get. Donc on a ces deux verbes là qui sont possibles. Et moi ce que je vais faire, bah, c'est de place l'order pour justement trigger en fait cet endpoint là. On peut voir que j'ai pas assez d'argent forcément pour l'acheter, c'est l'objectif du challenge. Et là du coup on peut voir les deux requêtes, le get et le post. On va revenir là-dessus juste après. Premièrement, le get, et bah, quand on fait un /get, on peut voir qu'on a plusieurs paramètres, dont un chosen discount qui est assez intéressant, puisque si on tape le post, on le verra juste après, là on fait un option pour bien confirmer, comme on a vu dans la documentation, qu'on a accès au post. Et si on a directement accès au post, on le voit juste ici, eh bien, je fais une petite pause, on n'a pas ce chosen discount avec le pourcentage. Donc on voit qu'avec le get sur chaque produit, on a justement plusieurs paramètres, dont le discount avec un pourcentage, mais quand on fait un post, eh ben, on n'a pas ce paramètre-là qui est passé. Mais potentiellement, vu qu'on a plusieurs attributs, plusieurs paramètres qui sont assignés à l'objet, on pourrait, et c'est ce qu'on va faire, eh bien, modifier le post pour faire du mass assignment et donc rajouter en fait tout simplement un discount en pourcentage. C'est ce qu'on va s'empresser de faire. Ici, on change la méthode en post. On récupère directement eh bien, tous les attributs d'un objet. Du coup, ici, bien sûr, la jacket. On va directement s'empresser d'envoyer la requête et on va voir rapidement si ça marche. On voit que c'est créé, qu'on n'a juste pas assez d'argent puisqu'en effet le pourcentage n'a pas changé. Donc ici on va mettre X pour voir si la requête passe, elle est acceptée seulement, le X passe pas parce qu'en fait il faut un int. Donc ici c'est ce qu'on va faire, on va mettre un pourcentage de 100%. Donc en fait elle est juste gratuite. Donc on va place l'order en faisant le post et en rajoutant en fait un pourcentage de 100%. Donc elle est complètement gratuite. Donc on peut acheter derrière en fait la jacket. Donc c'est comme ça qu'on a pu faire du mass assignment sans problème. Bon, normalement, je parle un petit peu des impacts, mais je pense qu'aujourd'hui, je peux faire l'impasse sur le sujet parce qu'ils sont assez logiques au vu des vulnérabilités, donc je vais pas vous saouler avec ça. Je vais plutôt fournir les remédiations pour les 3 vulnes qu'on a vues aujourd'hui. Premièrement, concernant la divulgation d'informations, dans un premier temps, masquer les données sensibles. Par là, j'entends qu'il faut retourner seulement les informations strictement nécessaires dans les réponses API. Ensuite, il convient de gérer convenablement les erreurs, donc utiliser des messages d'erreurs assez génériques pour éviter justement la divulgation d'informations error-based. Concernant les IDOR, encore une fois, ça va paraître assez logique, mais mettre en place un contrôle d'accès rigoureux. J'entends par là vérifier systématiquement que l'utilisateur a les droits nécessaires pour accéder à telle ou telle ressource. Ensuite, si possible, utiliser les UUID, parce que c'est quand même plus compliqué qu'un simple ID si jamais on veut exploiter une IDOR. Déjà, ces 2 points sont assez importants, et si déjà vous gérez bien ces 2 points-là, les IDORs vont être plus compliqués à trouver. Enfin, concernant le mass assignment, principalement, on va essayer de whitelister, donc autoriser uniquement les champs explicitement définis à être modifiés via les requêtes API, et surtout bien valider les données en entrée, via par exemple PyIdentic, qui est une librairie Python qui permet de valider spécifiquement les données, et donc je vous mettrai tout ça en description. Et aussi dans la conceptualisation de l'application, il ne faut pas prendre de la donnée pour avoir un fonctionnement du code derrière, c'est-à-dire éviter de mixer quoi faire et sur quoi le faire. Donc ça c'est un petit aspect, et je pense qu'encore une fois, si ces 2 choses sont mises en place, il y aura beaucoup plus de complications pour trouver du mass assignment. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo sur les API, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je remercie Nisha et Luca qui sont mes relecteurs, et voilà, merci à eux parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une petite relecture rapide et précise du script. Sur ce, c'était François, à la prochaine, ciao.